Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis de retour sur YouTube, ça fait bientôt 2 ans que je n'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne et je profite de cette liberté retrouvée suite à la session de Major Prépa pour pouvoir aujourd'hui vous parler en toute transparence de la phase cachée de la classe préparatoire. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai créé en 2014 Major Prépa, qui est devenu le média leader des classes préparatoires. Je l'ai créé parce que j'avais une certaine légitimité à donner des conseils à tous. Voilà, j'ai intégré HEC après 3 ans de classe préparatoire au lycée La Bruyère à Versailles. J'ai été hyper intrigué par la méthode sur la méthode de comment réussir les concours, comment optimiser son travail, comment lire les rapports de jury quand on n'est pas dans une prépa qui a l'habitude d'envoyer des étudiants à intégrer HEC. C'est des choses qui me fascinaient. J'ai donc créé ce média avec l'idée au début d'en faire un hub de contenu, de ressources qui permettent à tous de réussir le concours, parce que la prépa, on l'oublie pas, c'est quelque chose qui est né avec Napoléon, avec la grande idée de méritocratie, dans un univers où peu à peu on avait de plus en plus de classes préparatoires privées qui prenaient le marché et qui permettaient à ceux qui avaient le plus d'argent de réussir le concours, et autant dire que ça me rendait un peu fou. Dans cette vidéo, mon objectif, c'est de partager avec vous quelques idées très claires sur la prépa, des idées que vous ne trouverez probablement pas ailleurs, pour la simple et bonne raison que dans beaucoup de médias, et c'était le cas aussi avant que je revende Major Prépa en 2023, on a des intérêts économiques et ou politiques à tenir un certain discours. Par exemple, en tant que média de référence sur la prépa, quand j'étais à la tête de Major Prépa, je ne pouvais pas vous partager les idées que je vais vous partager là, parce qu'on se serait froissé avec des professeurs, des écoles, voilà. Et donc on a forcément une parole qui est biaisée. Idem, on a d'autres médias qui aujourd'hui émergent, et qui ont parfois des rôles, qui ont des visées économiques et ou politiques, et donc voilà, la liberté de parole n'est pas forcément là. Et donc ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de vous parler et de vous partager 8 idées autour de la classe préparatoire. Et le but, c'est pas d'être dans un mood ça c'est super ou ça c'est moins bien, mais que vous ayez des billes en tête pour faire le bon choix, parce que la prépa c'est chouette pour certains profils, ça va être une optimisation assez folle dans votre vie pour réussir si vous êtes notamment très ambitieux, et pour d'autres c'est plutôt une machine à échecs, et donc je vais vous donner les 8 raisons et 8 grandes idées sur la phase cachée de la prépa et sur le fait de savoir si c'est fait pour vous ou pas. Alors premièrement, la prépa c'est vraiment génial si vous visez à tout prix le top 4. HEC, ESSEC, ESCP, EDEC. Là-dessus, la prépa est réellement imbattable en termes de taux d'intégration. Si on prend les parisiennes, on a plus de 400 places. On a 400 places à HEC, on avait 380 à l'époque. Idem, l'ESSEC, le SCP, ça reste une voie assez safe. Alors pas pour tous, on y reviendra un peu plus tard, pour intégrer ces meilleures écoles. Idem pour l'EDEC. En plus, on a des épreuves pour l'EDEC, qui est une épreuve de maths qui se travaille relativement bien et qui permet de vraiment bien réussir en amont. Donc voilà, on a vraiment ce gros sujet où si vous visez les toutes meilleures écoles, la prépa vaut le coup, mais on parle de 4 écoles sur les 20 que compte la prépa. Et donc si votre objectif, et vous savez, vous vous dites que vous n'aurez pas forcément le niveau pour intégrer une de ces 4 meilleures écoles, alors le fait de faire une prépa ou non, vous devez vous poser des questions. Voilà, vous ne devez pas foncer tête baissée. Et donc si vous n'avez pas aujourd'hui 16-17 de moyenne, la suite de la vidéo va vous intéresser. Si vous avez des moyennes supérieures à ça, pas de souci, perdez pas votre temps, allez faire autre chose. Vous avez le niveau pour faire une prépa, acceptez-la sur Parcoursup ou faites des vœux sur la prépa, mettez-vous bien. Deuxième idée, c'est que la prépa est vraiment faite pour des profils matheux. C'est-à-dire que si on prend les coefficients des top écoles, les matheux se trouvent favorisés parce que dans les meilleures écoles, les maths vont compter plus que dans les moins bonnes écoles. Par exemple, si vous prenez les coefficients en maths approfondis, on va avoir, donc maths approfondis pour ceux qui font la filière avec le plus de maths, réussir les maths, ça permet vraiment de maximiser le nombre de points que vous gagnez au concours, parce que donc sur des coefficients de 30, dans les meilleures écoles, on va avoir des coefficients de 10, 11, 12 pour les maths, et donc ça vous permet d'assurer des top notes et donc d'être au-dessus des barres d'admissibilité. En revanche, il y a une dichotomie pour certaines écoles où on a cristallisé le fait de ne pas faire de différence entre les deux voies. Donc en prépa HEC, vous avez la maths approfondie et la maths appliquée. La voie maths approfondie, vous avez des maths qui sont un peu plus dures, vous avez un volume horaire un peu plus important, tandis que pour la voie maths appliquée, les maths comptent un peu moins. Par exemple, pour HEC, on a un coef de 7 sur 30 en maths appliquée, contre 10 sur 30 pour l'épreuve de maths approfondie. Idem, cette différence, on la retrouve dans pas mal d'écoles, alors pas toutes, mais c'est important de noter.
Et en fait, c'est un sujet qui est important parce que, oui, il y a deux niveaux de maths. C'est-à-dire que le programme est similaire partout, sur toutes les autres matières, mais juste, il y a deux niveaux de maths. Et c'est pas parce que vous faites une maths approfondie que l'épreuve de géopolitique ou d'économie que vous prendrez derrière sera plus simple. Non, vous avez juste des maths plus dures, point. Et à l'époque, on avait une dichotomie de niveau qui était dingue entre les maths CS, donc c'est la voie que j'avais faite, on avait, donc c'était les maths pour ceux qui venaient de voie S, et les maths ECE, qui étaient là pour ceux qui venaient de voie ES, où le programme de maths ECE était bien plus facile que le programme de maths ES. Et donc, on avait des candidats qui passaient le même concours avec un niveau complètement différent. Et c'est juste un truc de fou. Et le système qui fait ça pendant des années. Et donc on avait des candidats qui étaient objectivement moins bons, qui réussissaient par la voie ECE et qui prenaient potentiellement la place de candidats meilleurs par la voie ECS. Et pendant que les ECS se tapaient, je sais pas, des trucs type l'inégalité de bien-aimé chez Bichev ou encore le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt en algèbre, et ben les ECE avaient des maths plus simples. Et donc c'était assez curieux, mais aujourd'hui, les maths, étant donné leur coefficient hyper important, eh ben, vous ne pouvez pas vous laisser prendre au hasard. Et à ce sujet, une idée qui est très importante aussi sur les maths, c'est que c'est la seule matière où vos copies vous donneront, enfin votre niveau de l'année vous donnera vraiment votre niveau au concours. Il est super rare d'avoir des grosses différences de concours, mais on y reviendra un peu plus tard. Troisièmement, la prépa, en vrai, c'est assez ouf pour le côté aventure humaine. C'est-à-dire que, pour le coup, j'ai vécu mes 3 années de prépa à fond. À la limite, au bout de ma deuxième année en carré, j'étais en mode, je suis pas prêt d'intégrer une grande école, je veux faire une troisième année. Et ça tombait bien, j'avais les decks et je voulais absolument avoir HEC. Donc j'étais finalement content de ne pas avoir eu le SCP où j'étais pas très loin après les écrits et après ma deuxième année. Donc c'était cool. Et sur la prépa, vous avez une telle pression de travail et c'est une telle aventure que si vous avez l'opportunité de vivre en internat avec des potes que vous ferez, c'est des potes que vous aurez pour la vie. À titre personnel, voilà, le groupe de potes avec lequel j'échange encore le plus aujourd'hui, j'ai 29 ans, j'ai fini ma prépa il y a bientôt 10 ans, c'est mes potes de l'internat du lycée La Bruyère. Et c'est quand même assez fort de voir que finalement les liens qu'on peut tisser pendant 2 ou 3 ans restent finalement à vie parce qu'on a partagé cette aventure qui était juste formidable et peut-être moins superficielle que l'est la vie en école de commerce. Donc c'est vraiment important. Mais il faut être conscient d'un petit risque, c'est que si cette aventure humaine peut mener à avoir des amitiés qui durent toute la vie, ça a aussi pour corollaire le fait que vous êtes complètement coupé de la société. Vous êtes dans une espèce d'environnement assez fermé sur lui-même. Je m'arrivais même d'avoir des réflexions un peu nasses quand je prenais le bus. Je me disais autour de moi, c'est quoi ces gens? Moi j'étais en train de lire Les Échos, Le Monde, Courrier International, etc. J'avais des gens à l'époque qui jouaient à Candy Crush dans le bus. J'étais en mode, c'est quoi ces gens, etc. Et on peut adopter un comportement où on se dit, la société, les gens sont pas incroyables, et on se coupe complètement de la société. Et le petit sujet, c'est que, notamment quand on intègre les meilleures écoles de commerce après, pour certains, on se retrouve dans un microcosme total. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, dans leur vie, n'auront jamais quitté leur petit monde et qui pensent tout savoir. À tel point que, typiquement, je sais pas, à l'ESSEC, on a des stages ouvriers. Voilà, vous allez découvrir un peu la vraie vie. Moi, ce que je préférerais, c'est qu'il y ait des stages cadres pour les gens qui viennent un peu de tous les milieux, qui puissent aussi découvrir l'envers du décor. Mais ça, c'est un truc qu'on fait chez un peu hors collège et qu'on fera dans les années à venir. Quatrième idée, hyper importante, c'est que la prépa, c'est vraiment fait pour ceux qui mentalement sont très 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 forts. Si vous êtes faible mentalement, franchement la prépa, évitez. Vous allez vous faire tailler de partout et vous ferez rien. Je vous donne un exemple. En première année, au début, j'étais un peu un galérien. J'avais pas fait de spé maths en terminale, j'avais fait spé SVT parce qu'au début je me disais pourquoi pas faire une BCPST et faire une école et faire AgroParisTech, c'était un peu mon projet numéro 1 au lycée. Avant que je me dise, en fait c'est simple, j'allais en prépa économique et commerciale parce que au lycée, les meilleurs étudiants allaient en voie S. Les meilleurs en seconde allaient en voie S, ceux qui étaient un peu après allaient en voie ES et ou L plutôt vers la fin, ou voie techno vraiment pour la fin. Et je m'étais dit, à HEC, il y a 400 places sur 10 000 qui sont dans une voie économique, donc pas forcément les meilleures, par rapport à l'X où il y a, je crois, moins de places, mais parmi 20 000 étudiants qui étaient tous meilleurs. Donc j'avais fait le choix de la prépa HEC. Et ce choix-là, il reposait sur cette probabilité mathématique, sauf que moi, j'étais pas un boss des maths. J'avais pas fait de spé maths, j'avais pas vu des points du programme qui permettaient de bien commencer en première année, et donc mes premières notes en bisu, donc en première année de prépa,
était très médiocre. J'avais commencé, je crois, à 8, 8,5, donc vraiment des notes pas folles. Et je me souviens qu'on a reçu de la part de l'ENSAE Paris Tech, donc une école de stats et d'économie, une brochure. Et donc je suis allé voir mon prof de maths en lui disant ouais j'aime bien, on n'avait pas encore attaqué vraiment les probas, les stats, mais je savais que c'était mon gros point fort parce que j'avais beaucoup ça déjà au lycée. Et mon prof de maths, je lui donne la plaquette et il me dit cash, alors vous l'ENSAE, le top 5 même pas en rêve. Donc monsieur Kadouri, si vous regardez cette vidéo, c'est votre petite dédicace. Et là, en fait, je pense que 90% de ceux qui avaient 8 en maths, quand on leur dit ça, ils seraient renfermés sur eux-mêmes en mode mais c'est qui ce tocard, d'où il me parle comme ça, d'où il brise mes rêves, il brise mes ambitions. Et des témoignages comme ça d'étudiants qui jugent que leurs ambitions ont été brisées, on en a plein toutes les années. Et au fond, moi, j'ai eu la réaction potentiellement inverse, c'est que ça m'a surdéterré. Vraiment, je me suis dit, bon alors toi là, tu penses que je suis pas capable de le faire? Bah tu sais quoi, je vais le faire. Et 2 mois après, j'avais l'un de ses premiers vins, l'un des, peut-être, je sais pas combien de temps il a donné dans sa carrière, mais probablement pas beaucoup parce que l'année d'avant il n'avait pas eu, en maths, et ça m'a débloqué un truc. Bon aussi on avait attaqué les probas, et je m'étais dit, je vais tout exploser, et c'est d'ailleurs ce qui m'avait poussé à créer en 2014 Major Prépa, parce que en fait ça m'a matrixé le cerveau, et je me suis dit, la méthodologie c'est vraiment un truc de fou, parce que on passe des concours, à côté de moi, personne ne lit les rapports du jury. Enfin, juste, les gens vont bosser pendant 1000 heures sur 2 ans, mais en fait, vachement plus, 2000 heures ou 3000 heures pendant 2 ans sur les concours. Bon, on est plus à 3000 vu le nombre de jours par an. Ouais, même 4-5 000 en vrai. Et ils prennent même pas 1 heure par mois pour lire concrètement ce que les gens qui vont les noter le jour du concours vont faire. Par contre, ils vont prendre en note tout ce que racontent des profs qui parfois sont déconnectés des concours, mais le rapport du jury, les gens ne le lisent pas. Et du coup, moi, la méthodologie, c'est vraiment devenu une forme de passion, avec notamment une prof de géopo qui s'appelle Anne Battistoni, qui elle était vraiment à fond dans la méthodologie, et en vrai, elle m'a ouvert tellement de portes que je remercie toujours. Et la méthodologie, c'est vraiment un point incroyable que personne ne travaillait. Et donc, pour le coup, moi, j'avais mis ce schéma mental-là m'avait poussé à optimiser à fond ma méthodologie. Et j'étais capable de remettre en question tout ce que je faisais. Et mon mental reposait vraiment sur le fait de dire... je me disais cash, parfois, quand j'ai une mauvaise attitude, je dis mec, t'es une merde, tu vois. Et moi, j'ai aucun mal de me dire Mehdi, t'es une merde sur tel point. Notamment sur YouTube, là, actuellement, je fais une vidéo, je dois m'exprimer de manière assez peu, parfois un peu lacunaire. Mais c'est pas grave, je me dis, bon là je suis une merde, je fais ma première vidéo sous ce format là, peut-être que je suis pas fort, peut-être que je serai meilleur après, je teste, et c'est pas grave, bon, je verrai la vidéo le rendu et on verra ce que ça donne. Et bah dans les matières en prépa, c'est la même chose. En CG, j'étais pourri, les profs faisaient des remarques un peu acerbes, etc. Et bah j'ai charbonné et je me suis dit comment je retourne ces remarques qui parfois peuvent être blessantes pour en faire quelque chose de bien. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on a tellement donné du confort à beaucoup de lycéens avec des moyennes qui explosent, parce que comme ça compte pour le bac et pour les dossiers, les profs sur notes, on reçoit un peu hors collège des dossiers avec des moyennes de classe à 16-17, ça n'a aucun sens, à l'époque ça n'existait pas. Et donc ces étudiants-là vont se retrouver en prépa potentiellement avec des notes qui n'ont rien à voir avec celles du lycée, et il faudra être fort mentalement pour se dire ah ouais, en fait, j'ai vraiment pas un niveau de fou. Donc, je vais devoir reprendre tout ça. Et donc, c'est vraiment une école du mental. Et même, donc sur la préparation, on parle de ça, mais je vais vous donner aussi une anecdote sur les oraux. Même sur le concours, premier jour, j'arrive aux épreuves, j'oublie ma trousse. Je lève la main comme un con à 4 minutes du début, quelqu'un a un stylo bic noir, bon bah super, j'ai un stylo bic noir, j'ai fait les maths à Lyon comme ça. Et ça, j'ai une bonne note à la fin, mais sur 40 pages avec des ratures partout. Mais je vais vous donner une anecdote qui concerne plutôt les oraux, où j'aurais vraiment pu vriller, et pour vous montrer aussi qu'il faut être vraiment fort mentalement pour réussir ces concours. À HEC, il y a une épreuve qui s'appelle le triptyque. Donc chacun a un rôle, donc 2 personnes débattent et 2 personnes observent. Et donc quand on est observateur, on regarde les 2 débats qu'on a en face de nous, et ensuite on a un entretien avec le jury qui a vu le débat, qui note nos capacités d'observation, donc en tant qu'observateur. Voilà. Et à ce moment-là, nous on avait un prof de prépa qui n'avait pas forcément beaucoup préparé ses épreuves pour les étudiants qui étaient admissibles, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dans mon lycée à la Brée, on était 2 mon année. Et donc, moi, je pars du principe qu'il m'avait bien préparé l'épreuve, donc je m'assois et je commence à dire, alors voilà, j'ai observé ci, j'ai observé ça. Bon, au bout de 30 secondes, le jury me coupe en mode, il m'avait dit, ici c'est nous qui posons les questions. Je dis, wow, c'est chaud, et j'entends la salle rire à côté parce que les oraux HEC sont filmés,
est retransmis dans une salle juste à côté où vous allez entendre parfois les réactions du public. Quand vous avez un bon argument, vous entendez ah, et quand vous faites comme moi allumer pardon, vous allez entendre des ha ha ha, etc. Et donc là, le jury me coupe, donc j'entends déjà les gens rire, et il me pose une question, il me dit quelle est la couleur de la cravate du premier répondant. J'avais pas observé ce type de détail, et j'avais pas en tête le fait de devoir regarder ça. Et je lui ai dit un truc genre bleu ou noir, bleu marine, pour faire genre j'ai pas vu si c'était vraiment bleu ou noir quoi. Et le jury me sort, mais monsieur, il n'avait pas de cravate. Et là, encore des raies derrière. Et en vrai, j'aurais pu me démonter, genre j'aurais pu devenir tout rouge. Et en fait non, je dis oh bah très bien, j'ai pas fait attention aux détails et je continue. Et finalement, vu cette épreuve-là, j'aurais vraiment pu avoir une note pourrie parce qu'en plus, dans les 3 rôles qu'on prend dans le triptyque, la note d'observateur, je crois qu'elle compte le plus, enfin elle compte plus que les 2 autres rôles. Et là, du coup, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai un peu rigolé au truc en mode désolé, je peux pas faire attention, etc. Et j'ai enchaîné. Et j'ai eu 13. J'aurais pu être aligné sur un truc pareil, sachant que je suis rentré quand même 357ème sur 380 au concours. Mais non, et il faut toujours avoir ce mental-là et le fait de se dire j'encaisse, mais je continue. Et donc si vous n'avez pas cette capacité à encaisser, notamment quand comme moi vous ne faites pas partie des tout meilleurs, moi j'étais clairement pas, enfin je pense que à réfléchir je faisais probablement pas partie des 400 les 380 les plus smart de ceux qui ont passé le concours en 2015. Par contre, je pense que j'étais assez méthodique et que j'avais le mental pour réussir. Donc vraiment, ma 4e idée, et je conclue là, parce que sinon on va faire que passer du temps dessus, mais ayez un mental fort. Et si vous ne pensez pas avoir le mental nécessaire pour encaisser ces concours qui sont très difficiles par rapport à ce que vous avez connu jusqu'à présent, attention, c'est un signal. Par contre, si vous pensez avoir la capacité mentale d'encaisser tout ça, mais allez en prépa, parce qu'autour de vous, vous allez voir des gens fragiles qui ne pourront pas encaisser ça. Et donc si vous savez encaisser toute cette charge-là, les remarques, etc., vous serez vraiment des boss. Et là, allez en prépa. Allez, 5e idée. La 5e idée, c'est quelque chose qui n'est quasiment pas partagé, mais je veux parler d'un sujet fondamental, c'est la différence de préparation entre les lycées. Alors je l'ai subodoré dans ma précédente idée autour de la préparation de l'épreuve du triptyque, mais la prépa favorise certains lycées très privilégiés. Comment ça On a certains lycées qui, d'une année à l'autre, vont pouvoir se refiler des sujets d'épreuves où le tout n'est pas public. Je pense notamment, au sujet des euros HEC. Les sujets des euros HEC ne font pas l'objet d'une publication de liste officielle. Alors, en tout cas, c'était pas le cas avant que je quitte Major Prépa, et je crois que c'est toujours pas le cas cette année. Et donc, si vous êtes dans une prépa qui envoie à chaque année 50 admissibles passés Ginette, vous allez avoir une liste de préparation des oraux du concours avec les questions. Idem si vous faites les tests psychotechniques de l'ESSEC et que vous êtes dans une prépa qui envoie plein d'admissibles à l'ESSEC, vous allez au fil des années avoir des banques de questions reconstituées et ces écoles-là ne font pas l'effort de publier pour tous ces sujets-là. Et donc le concours, encore une fois je parlais au début du concours méritocratique, il n'est pas méritocratique parce que si vous êtes dans des lycées qui se refilent des secrets et qui sont dans ces communautés-là, vous serez jamais dedans et vous serez donc exclu. Il y a même un sujet, c'est que les concours sont conçus par les profs de lycée ou par des gens qui font de la préparation et donc ils préparent leurs étudiants eux-mêmes. Alors on a des profs qui pour le coup émettent des vraies murailles de Chine et ne le font pas et ne partagent strictement rien à leurs étudiants et ça on le connaît dans des matières où on sait qu'il y a zéro truc qui sort mais notamment pour ceux qui font les sujets des oraux c'est beaucoup moins regardé que pour les écrits. Les écrits il y a vraiment une procédure hyper stricte de sélection des sujets où là quand on est concepteur on peut être accusé de tricherie et je dirais peut-être pas aller en zonzon mais on peut vraiment tout perdre alors que pour les oraux c'est un peu fait de manière on fait un peu ce qu'on veut on conçoit des sujets de géopo et on les fait préparer à des étudiants quand on enseigne dans un institut privé on va se retrouver même au concours à noter des étudiants qu'on a pu avoir pendant l'année il y a plein de trucs comme ça qui se font mais c'est normal c'est les concours, c'est le folklore des concours et moi je me souviens notamment à mon épreuve de maths à HEC. Normalement, on est censé détruire le sujet à la fin, et le prof était là, non, redonnez-les-moi, etc. Je m'étais opposé parce que j'ai lu que le règlement du concours ne permettait pas de le faire, et en fait, c'est l'air que le mec enseignait dans une prépa privée, et il se récupérait les sujets comme ça du concours à la fin. C'est une dinguerie, et il m'a mis 7 parce que j'étais un peu insolent avec lui, mais c'est des choses qui se passent au concours. Et donc, quand vous êtes privilégié, que vous avez soit le dossier Parcoursup béton parce que vos parents vous guident depuis le début, et vous allez du coup intégrer les meilleures prépas de France, où vous avez ce petit bonus-là, vous allez mieux convertir. Je prends l'exemple de Ginette il y a 4-5 ans, 55 admissibles aux écrits,
52,5 après les euros. C'est hyper simple, c'est l'autoroute de la réussite. D'ailleurs, je crois même que ce lycée-là, alors je prends des précautions parce que bon, si je raconte un truc qui ne leur convient pas, peut-être m'attaquer en diffamation, j'en sais rien. Mais il y a, je crois, 2 mois, Dimitri, donc mon ancien associé de Major Prépa, qui avait rejoint Major Prépa assez rapidement après le début en 2015, fait une vidéo avec un diplômé de Ginette. Bah, j'ai quand même entendu la rumeur, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais que Ginette aurait attaqué cet étudiant et Major Prépa pour divulgation de secrets industriels, le type partageant un planning tout à fait random. Et donc ces prépas détestent l'idée d'égalité des chances. Non, nous on est matrixés, on veut que l'héritage de notre prépa, le prestige de notre prépa, c'est pour nous. On prend le plus de place à HEC, à l'ESSEC, à l'ESCP, les autres allez vous faire voir et on s'en fiche. On a des jurés, on a des gens qu'on connaît, papa, relations, etc. Et on se privatise la réussite. Et donc, bah non, l'égalité des chances au concours post-prépa, elle est plutôt limite. Alors avec Major Prépa et avec Dimitri, on a essayé de faire du mieux de notre possible pour un peu la rétablir. Mais parfois ça ne marche pas. Et quand on a ce type de cas-là, bah on peut pas faire grand-chose. On est pris au dépourvu et on fait pas grand-chose. Et on a ces prépas qui privatisent la réussite au concours. Nous, on avait lancé une collecte de sujets HEC après les oraux, etc. Et ça rendait bien. On avait publié pas mal de listes avec des sujets marrants, type les en Inde, en géopo, etc. Mais on a un vrai sujet, c'est que ouais, on n'a pas l'égalité des chances au concours prépa. C'est une forme de mythe. Voilà, vous allez être favorisé si vous avez des jurés qui vous permettent de le faire. Et à l'époque, il y avait même, bon, je ne vais pas aller sur cette idée-là, mais il y avait aussi l'idée de choisir son centre d'examen parce que les copies étaient brassées par 20. Donc si vous passez les concours à Ginette, bah, c'est moins bien. Par effet de contraste, il faut mieux aller à Limoges ou à Caen parce que ça marche mieux. Mais bon, ça, c'est une autre manière aussi qui a pu favoriser des candidats qui avaient peut-être plus de moyens que d'autres. Bon, allez, sixième idée que je défends aujourd'hui, c'est les profils moyens. C'est les profils qui vont aller en prépa après avoir eu aller entre 12,5 et 16 de moyenne en terminale. Dans des lycées qui notent plutôt bien, hein, donc c'est-à-dire des lycées où la tête de classe est plutôt à 18. C'est des profils de genre pas très brillants, mais qui ont pu travailler, mais qui sont pas fous en maths. Et eux, en fait, ils vont vraiment vivre des années atroces. Parce que ils vont être... la note en maths, c'est une note qui est standard. Vous êtes bon en maths, vous aurez des bonnes notes partout. Moi, j'étais bon en maths, j'ai eu 20 à l'EDEC les 2 fois où j'ai passé l'épreuve de maths EDEC. En carré, j'étais bon, sans plus. En cube, j'étais devenu très bon. Bah, du coup, que des notes au-dessus de, 17, 18 au concours. Et même plutôt 19-20 sur l'épreuve qui comptait pour moi. Et ça, du coup, ça aide pas mal parce que en maths, vous avez un gros coefficient sur une matière où vous aurez toujours une bonne note. A l'inverse, pour ceux qui sont plutôt orientés sciences humaines, qui aiment la culture générale, la géopolitique ou l'économie, vous allez vous retrouver noté dans des épreuves où la notation du correcteur peut être complètement différente d'un correcteur à l'autre. Typiquement, en culture générale, nous on s'est amusé avec Major Prépa à refaire corriger des copies, que ce soit en culture générale, en géopolitique ou en économie. Et vous allez voir un truc de fou, c'est que la même copie peut avoir 20 par un correcteur, 12 par un autre. Vous pouvez avoir 6 ou 14, vous pouvez avoir 9 ou 13. Et c'est un truc de fou. L'écart type de la notation d'une copie par un correcteur dans ces matières-là est juste dingue. Et quand on s'amusait avec Major Prépa, dans le Major on publiait des copies, on les refaisait noter, on avait des écarts mais de fou. Alors souvent ça correspondait quand même, mais on avait aussi des écarts de fou. Par exemple en culture générale, en 2015 notre sujet HEC c'était Crépuscule de la vérité. J'ai eu 18, j'étais content parce que j'ai utilisé une notion scientifique sur les crépuscules civil, nautique, astronomique, je m'en souviens encore parce que je suis fan d'astronomie aussi, donc ça m'a aidé sur le jour J. Et donc on note bien la culture générale et pas la philosophie, ça c'est aussi un point important à noter. Mais à côté de ça, sur d'autres épreuves du concours, j'ai eu 10. Et donc, il faut se rendre compte que quand notre point fort, ça peut être la culture générale, mais vous aurez aussi bien des 18 que des 10. Quand votre point fort, c'est la géopolitique, vous pouvez avoir des 17 ou des 12 ou des 8. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est que compter sur les maths en matière forte vous permet d'aller très loin et d'être quasiment assuré d'avoir une de ces écoles du top 4 qui rend la prépa rentable. Par contre, si votre point fort, ce sont les autres matières, vous allez être dépendant du correcteur. Et comme on n'a pas de double correction dans les concours HEC, c'est trop cher parce qu'effectivement vous allez dépenser 60-70 000 euros de frais de scolarité. Par contre, payer plus de correcteurs, donner peut-être 50 balles de plus par candidat pour instaurer une double correction, ça non, flemme. On va quand même pas mettre les moyens et vous allez avoir des centaines d'heures de travail jugées par
par certains correcteurs qui parfois peuvent passer 5 minutes sur une copie, intro, conclusion, je regarde les parties, je suis en retard dans mes corrections de copie, allez hop, je mets une note. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est que certains profs de prépa corrigent comme ça. Pas tous évidemment, et heureusement, mais certains profs corrigent clairement par-dessus la jambe. Enfin, certains correcteurs, pardon, vous donnent une note complètement par-dessus la jambe. Donc, la notation de ces matières-là étant subjective et arbitraire, vous allez vous retrouver avec des notes qui seront parfois injustes. Alors parfois ça va dans le bon sens pour vous, mais parfois ça part dans le mauvais sens. Et donc faire une prépa quand on est moyen, et surtout quand notre point fort n'est pas mathématique, mais plutôt repose sur la géopolitique, l'économie, ou la culture générale, / la philosophie, et ou les langues, c'est un peu risqué. Septième idée, c'est que pour réussir en prépa, il faut avoir une vraie marge de progression par rapport au lycée. Tout simplement, au lycée, certains étudiants ont de super notes, mais juste, ils ont eu ces super notes parce qu'ils travaillent à fond, et que, ils ont peut-être 17 et demi au lycée, mais c'est parce qu'ils bossent tous les 3 heures. Alors que des gens en prépa vont bosser, au lycée, auront peut-être bossé, une demi-heure à 1 heure, et en prépa auront une marge de progression pour le tout. Et donc, si tu bosses déjà à fond au lycée, fais attention, tu risques de te retrouver vraiment en difficulté en prépa, parce que tu ne sauras pas avoir cette marge de progression où tu te dis, ok, jusqu'à présent c'était hyper facile, je faisais des choses relativement simples, en prépa, ça rigole plus, on fait des choses sérieuses avec un niveau beaucoup plus élevé, notamment en maths. Et donc, si au lycée tu bosses déjà à fond, et si en plus tu bosses déjà à fond pour avoir 17 de moyenne, t'es à risque en prépa. Mais si tu bosses déjà à fond pour avoir 13,5, 14, que tu rentres en prépa de justesse sur Parcoursup et que t'as pas un dossier flamboyant, en prépa, soit tu te révèles, et ça peut se produire, moi j'avais 13 de moyenne en première, je me suis révélé en prépa parce que j'avais ce goût pour la méthodologie. Et je dis pas que vous allez vous foirer en prépa, mais si vous n'avez pas cette capacité à vous remettre en question et à complètement changer d'état d'esprit pour réussir, vous allez partir en prépa et vous allez vous chier dessus, tout simplement, parce que vous serez débordé, vous allez probablement, bon gré mal gré, passer en deuxième année et vous aurez une admission qui va être naze par rapport à d'autres voies, type les concours AST. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir une marge de progression. Et voilà, je pense qu'un profil qui a 16 de moyenne en terminale et qui bosse à fond va moins bien réussir qu'un profil qui a 14 de moyenne en terminale et qui ne fout rien, qui glande. Ça, pour le coup, c'est plus que vérifié. Ça fait 10 ans que je vois des profils passer. Ça se vérifie quasiment systématiquement. Maintenant, 8e grande idée, c'est que la prépa est moins rentable parce que tout simplement, il y a d'autres voies d'accès au programme grandes écoles. Les écoles de commerce, vous avez peut-être vu dans le challenge ce graphique où on voit que les effectifs d'écoles d'ingénieurs stagnent, tandis que ceux des écoles de commerce explosent. On a notamment une explosion des effectifs complètement folle à l'ESSEC, à l'ESCP, HEC c'est encore assez contenu, mais bon, l'école du coup n'est pas forcément aussi rentable que ses sœurs parisiennes, donc peut-être que dans les années ça va aussi monter. Pourquoi ? Parce que les programmes grandes écoles ont diversifié leurs sources de revenus, étant donné qu'il y avait à l'époque 26, maintenant il doit être à 22 ou 23 écoles de commerce post-prépa, il faut une répartition en cascade, il faut que tout le monde puisse manger. Donc, HEC ne va pas recruter 1000 prépas, alors qu'il pourrait le faire. Si HEC voulait gagner plein d'argent, 1000 prépas qui payent 70 000 € leur PGE sur 3 ans, et le PRH serait très content de le faire. Brice Rabourdin, qui gère les concours HEC, je pense que si on lui dit demain tu recrutes 1000 étudiants, en plus ils seront bons, il est chaud. Mais derrière, les SEC, le SCP, ils vont tirer la gueule. Et donc le sujet, c'est que pour ces très grandes écoles-là, l'ouverture des vannes par certains concours pénalise les écoles de derrière. Donc en prépa, on a encore une forme de solidarité. Sur les AST, on n'a pas du tout cette solidarité-là. Et on sait que des écoles, certaines écoles, ont pu ouvrir les vannes sur les AST de manière folle. Et c'est le cas notamment de l'EM Lyon, qui a connu des polémiques en tout genre entre 2019 et 2021, où on a eu des AST qui ont été admis sans passer les euros, où il y a des voies de détournement type Institut de l'engagement peut même intégrer des grandes écoles du top 5 sans même passer les concours AST. Ça, c'est des petites dingueries et des astuces qui se gardent bien dans le microcosme parisien, mais que je vous donne parce que j'en ai rien à foutre et que je suis pas payé pour fermer ma gueule. Et donc, on a des voies comme ça où on ouvre les places. Et ces dernières années, on a une voie qui est incroyable, c'est la voie des AST internationaux. Alors, il y a un article du Monde qui avait parlé de ce sujet-là il y a quelques mois, mais vous partez faire un bachelor à la Bocconi, à l'ESAD, ou vous partez à Londres étudier à l'étranger, et vous revenez postuler dans les PGE français en tant qu'ASTI, vous mettez en avant votre super expérience internationale, etc. J'étais à l'étranger, je fais des choses chouettes. Voilà, vous avez en plus un niveau d'anglais qui probablement est meilleur que ceux des prépas qui connaissent l'anglais qu'à travers
qu'à travers le cours d'un prof en France, quoi. Et donc, les grandes écoles, notamment les toutes meilleures, ont ouvert la voie aux ASTI. Et donc, on se retrouve avec des étudiants qui sont français, qui n'ont jamais connu la rigueur et l'intensité exigée par la classe préparatoire, qui viennent intégrer ce type de voie-là. Et donc, résultat, l'élitisme républicain de la prépa des origines est totalement faussé. On se retrouve avec des étudiants qui, par la chance qu'ils ont eu d'avoir des parents qui pouvaient leur payer des études à l'étranger, vont pouvoir intégrer des PGE de top niveau. Et si vous faites une prépa et que vous avez le même niveau que ces personnes-là et que vous allez intégrer une école, franchement, pour être très honnête, j'ai déjà vu des profils ASTI dans le top 5 qui, en prépa, franchement, c'est dans le top 15, c'est vraiment ouf. Et pour vous donner aussi un ordre d'idée sur la différence, donc il n'y a pas besoin aussi. Et il n'y a pas besoin forcément de passer par la voie ASTI pour avoir des dingueries dans les répartitions. Par exemple, dans la prépa en première année, on a des candidats qui ont été recalés du passage en deuxième année, qui sont donc partis à l'université parce que quand on s'inscrit en prépa, on a des équivalences, et qui, tout simplement, ont réussi à avoir des résultats bien meilleurs que les autres. Je vous donne un cas concret. Donc moi, j'ai fait ma deuxième année, donc j'ai fait 3 ans de prépa. Au bout de la deuxième année, j'ai eu l'EDEC. À l'époque, l'EDEC était derrière le Lyon. Aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. L'EDEC est nettement au-dessus de Lyon parce que le Lyon avait fait des choses de fou sur ses AST, etc. Avait eu son grade de master d'oubli pour 3 ans, etc. Bon, c'est plus qu'aujourd'hui, la nouvelle direction générale avec Isabelle Liot, ils sont vraiment attaqués. Bon, alors peut-être leur seul erreur, c'est de s'être vendu aux minoritaires à Galiléo, qui est un groupe d'éducation privée qui a fait l'objet d'un bouquin pour ses pratiques commerciales assez folles, qui s'appelle Le Cube. Bon, c'était un flop en librairie, ça n'a pas donné le même résultat que le bouquin de Victor Castanet, mais bon, alors, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a pu voir, mais ça reste une top école, et qui en plus aujourd'hui commence à reprendre un peu du galon. Et qui est toujours aussi sérieuse parce qu'Isabelle Liot, c'est pas n'importe qui, c'était l'ancienne dirigeante de Paris Dauphine et qui a réussi à refaire de Lyon un truc un peu plus solide que quand le premier investisseur Qualium l'avait pris. Je sais pas trop ce qu'il faisait, mais c'était pas fou. Bref, tout ça pour dire que sur les admissions, ceux qui étaient virés en fin de première année de prépa parce qu'ils étaient 38e sur 40 ont donc eu des écoles type EM Lyon ou Grenoble ou Neoma, alors que la première, donc en première année, la première de cette promo-là, en deuxième année, a eu TBS après les concours. TBS qui à l'époque était 8e. Donc la dernière de la prépa ayant passé les concours AST a eu l'EM Lyon, donc la 4e école. Qu'aucun, d'ailleurs, moi l'année d'avant, j'avais eu l'EDEC, j'étais même pas initié le Lyon en carré. Le major de la promo qui avait QB avait eu l'EM Lyon, et la moins bonne de la promo qui a fait les concours AST a eu l'EM Lyon. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie du truc. Vous avez des étudiants qui vont charbonner à fond en prépa pour se retrouver intégrer des moins bonnes écoles que ceux qui font du concours AST, et d'ailleurs même il y a une année où il n'y avait pas eu d'euro à l'Union. Donc c'est juste un truc mais de ouf, et la réalité c'est qu'aujourd'hui, à un niveau équivalent, si vous voulez viser le top 10 ou le top, 12 post-prépa, si à niveau académique égal vous passez les concours AST, vous allez plutôt avoir le top 6-7. Et ça, c'est une réalité qui est complètement folle. C'est que aujourd'hui, il est bien plus facile d'intégrer une top grande école de commerce après le concours AST qu'après le concours prépa. Et ça, c'est une des choses que je pouvais pas dire quand j'avais major prépa parce que mes intérêts économiques faisaient que je pouvais pas dire aux gens attention, dinguerie, il faut surtout pas. Si vous n'avez pas le niveau pour une top 4, la prépa, c'est cool, c'est une aventure humaine incroyable, j'ai déjà expliqué au début de la vidéo, mais ça va pas vous apporter grand chose. Et ça, c'est vraiment une idée qu'il faut que vous ayez en tête. La prépa n'est rentable que pour le top 4-5, sinon allez faire autre chose. Et ceux qui ont les moyens de faire autre chose le font. Ils vont en bachelor ou ils vont à l'étranger en AST international, enfin en bachelor à l'étranger, pour rejoindre les PGE en ASTI. Ou alors ils vont étudier à l'étranger directement, parce que la France, pas ouf les grandes écoles françaises par rapport au fait de s'envoyer à l'étranger. Ça c'est l'opinion de beaucoup. C'est pas la mienne en tout cas. Donc vous vous retrouvez avec un système à 2 vitesses, où ceux qui ont les codes passent par ces voies ASTI ou AST ou ne vont pas en prépa et ils vont passer les concours AST, et ceux qui, entre guillemets, dit tu feras une prépa, ok, très bien, je vais en prépa, c'est super, j'ai 14 de moyenne, je vais tenter l'aventure prépa, peut-être que je réussirai, etc. Si t'as pas un mental de tueur, tu vas pas réussir, c'est aussi simple que ça. Donc le vrai sujet, et j'en viens là, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai géré major prépa
pendant 9-10 ans, de 2014 à 2022. J'ai co-géré surtout sur la fin parce que j'étais moins là-dedans. J'ai pu très bien gagner ma vie. Avec Major Prépa, on faisait quasiment 2 millions de chiffre d'affaires quand je partais sur l'année. Et donc, j'avais pas d'intérêt à défendre un système peut-être plus méritocratique, j'en sais rien. J'étais occupé à faire des deals commerciaux. Mais ça m'a lassé et donc j'ai pu revendre Major Prépa et créer aujourd'hui une infrastructure de mobilité sociale où je veux donner à tous les étudiants une chance de réussir. Et pour ce faire, j'ai créé une école qui s'appelle Empower College. Cette école, en fait, c'est simple. Tous ces actes d'admission avec les ASTI, les AST, etc., on veut les ouvrir à tous. Et on part du principe aussi que on veut donner une chance à ceux qui n'auraient pas forcément fait de maths en terminale, parce que les maths aujourd'hui, et ça c'est un chiffre qui est complètement dingue sur les concours de 2023, en 2023, quand la réforme Blanquer qui a rendu les maths optionnelles au lycée a eu un impact sur les concours, et entre 2022 et 2023, on a perdu 16,2% de boursiers, on est passé de 2600 à 2200 boursiers au concours, et pire encore sur les femmes, on est passé de 4966 femmes qui passaient le concours en 2022 à 4325, moins 13%. Et donc, la réforme Blanquer a exclu de facto des prépas ceux qui étaient de sexe féminin et les boursiers. Et ce qu'on réalise pas, c'est qu'on a encore plus concentré la réussite de ces concours sur les hommes et sur les non-boursiers qui ont fait ce choix en première. Alors les prépas disent oui, on a ouvert une voie de maths complémentaire pour permettre à des étudiants qui auraient fait un peu de maths au lycée de s'en sortir. Et vous faites maths complémentaire, vous allez en prépa, vous allez vous faire broyer, vous allez juste galérer pour intégrer une école de top 15. Donc vraiment, ça n'a aucun intérêt de faire une prépa quand vous avez fait uniquement maths complémentaire, quel que soit le discours que le système voudrait vous faire entendre. Ça, c'est vraiment important de le savoir et de savoir rester très circonspect sur ça. Et donc, le vrai point sur ça, c'est de réussir à avoir cette intelligence d'orientation. Donc, la prépa, en conclusion, c'est parfait si vous avez soit une très grosse moyenne, soit une très grosse capacité de mobilisation pour le travail. La prépa, c'est une voie que je vous conseille de suivre. Et si vous acceptez-la sur Parcoursup. Si au bout de 3-4 mois, vous voyez que vous arrivez à tenir le rythme, à vous hisser parmi les tout meilleurs, go, allez-y, c'est un super calcul. Si en revanche, vous voyez que ça va être un peu short, un peu touchy, que vous n'allez peut-être pas réussir à intégrer une super école, que le stress vous mange, que vous n'avez pas forcément un mental incroyable, etc., tentez plutôt d'autres voies si votre objectif est de maximiser le tout. Et donc moi, après avoir rendu Major Prépa, je digresse, mais mon objectif, c'était de créer la première infrastructure de mobilité sociale. Et donc, la première infrastructure de mobilité sociale complète implique le fait d'intégrer les meilleures écoles et de ne pas avoir de considération sur oui, mais au fond, allez, j'ai envoyé des étudiants prépa pour qu'ils aient une école pas folle parce qu'au fond, il faut que le système prépa marche, etc. Et donc, ça, c'était ma pensée quand j'avais Major Prépa. Je devais faire en sorte que la prépa aille bien parce que si ma prépa allait mal, mon business allait mal. Donc, il fallait que la prépa aille bien. Aujourd'hui, de ça, j'en ai rien à faire. Mon objectif, c'est de faire en sorte que des gens issus de tout milieu comme moi, moi je suis né à Trappes, j'ai grandi à Guyancourt, ma mère assistante maternelle qui ne lit pas le français, mon père ouvrier pas qualifié qui faisait du ménage le soir, des profils comme moi, je sais, il y en avait quasiment pas. Et des profils comme moi dans les grandes écoles, il y en a pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les codes de grandes écoles qui sont ouvertes à toutes et à tous aujourd'hui. Et c'est pour ça que aujourd'hui, mon unique objectif n'est pas de plaire à ceux que j'ai connus par le passé. Mon unique objectif, c'est de faire en sorte que ceux qui, comme moi, se posent la question de leur orientation, qui ont des notes, en première j'avais 13-14, c'était pas incroyable, mais qui veulent absolument réussir à intégrer leur meilleure école et qui ont cette envie de faire leur ascension sociale, de gagner de l'argent plus tard, d'être libre, de pouvoir avoir une famille heureuse, de pouvoir aller en vacances où ils le veulent, de pouvoir avoir le minimum vital pour être heureux et bien gagner leur vie, et pour ces personnes-là, on crée un Empower College, on crée une école qui invente un cursus, c'est le BTS Prépa. Et nous, notre BTS Prépa, c'est un BTS en 2 ans où vous allez avoir le diplôme du BTS, donc un vrai diplôme Bac+2, un vrai diplôme Bac+2. Et je pourrais vous dire, l'argument, la prépa ne propose pas de diplôme, mais bon, en vrai, vous avez des équivalences avec la fac, donc vous trouvez une licence même par rapport à tout ça. Par la suite, après ce BTS, on va préparer à fond les concours AST pendant 1 an, pour vous permettre d'avoir la meilleure école. Et le fait est que dès les 2 années de BTS, vous aurez déjà des préparations au concours et vous aurez déjà des modules aussi
issu et fait par des profs de classe préparatoire pour que vous ayez les côtés positifs d'une prépa sans le côté un peu relou et les inconvénients que je viens de vous expliquer tout au long de cette vidéo. Tout ça pourquoi? Pour faire en sorte qu'aujourd'hui, l'enfant de millionnaire qui a 14 de moyenne, il va faire un bachelor ou il va faire un concours à STI, il va partir à l'international pour passer le concours à STI et intégrer le top 5 des grandes écoles de commerce. L'enfant qui, comme moi, vient de parents smicards qui font le ménage, et ben je veux aussi qu'il ait cette passerelle, cette voie pour réussir à intégrer les meilleures écoles de commerce à travers les concours AST. On va bosser dès la première année le Taj Mahal, les langues, le TOEIC. On va travailler à fond. En plus, tu seras en alternance parce qu'il faut bien qu'on vive. On ne peut pas te faire payer de frais de scolarité. Donc, on fait que du cursus en alternance permettant de gagner dès ta première année de l'argent pour aussi financer les frais de scolarité. De plus, quand tu passes le concours AST2, tu intègres ta grande école en M1, M2 et non pas en L3. Donc, tu payes une année de frais de scolarité en moins, sachant qu'en M1 et en M2, tu peux faire de l'alternance dans la plupart des écoles. Donc tu peux te retrouver à ne pas payer de frais de scolarité pendant 5 ans et à gagner ta vie pendant 5 ans. Et du coup, voilà, je me suis dit, j'ai pendant 8-9 ans compris tous les codes de la prépa à l'orientation des élites vers ces grandes écoles-là. Bah maintenant, je donnais la chance à tous de le faire. Voilà. Alors ce discours ne va pas plaire à des personnes qui m'ont côtoyé par le passé, parce que j'étais le ministre de major prépa qui dit que la filière était géniale pour etc. Non, la filière elle est géniale pour certains profils qui ont tout à gagner à faire une prépa, et la filière peut être destructrice d'ascenseur social parce qu'il y a des étudiants aussi qui vont se retrouver complètement en perdition après la prépa, qui vont lâcher la prépa, qui vont aller en fac d'éco-gestion, qui vont être dégoûtés des grandes écoles et qui finalement ne vont pas s'en sortir, ou alors qui vont intégrer des écoles qui ne correspondent pas au niveau intrinsèque qu'ils ont eu par rapport à ceux qui ont eu de meilleures chances d'intégrer des écoles du top 10. Et aujourd'hui, ce fait-là, j'en veux plus. Enfin, je considère que chacun, dans une société méritocratique, doit avoir le maximum de chances de réussir à intégrer la meilleure école pour lui, l'école qui correspond à son niveau. Et peut-être que si on réussit à faire en sorte que les AST, et qu'on envoie plein d'AST dans les meilleures écoles et que ces AST soient de meilleur niveau, et bien peut-être qu'à terme, on aura une égalité de niveau académique entre ceux qui passent le concours prépa et le concours AST. Ça, on verra. Bref, cette vidéo est très longue et je vous laisse poser toutes vos questions en commentaire. N'hésitez pas évidemment à vous abonner et activer les notifications parce que à partir de maintenant, je vais sortir beaucoup plus de vidéos. Et peut-être que dans les prochaines semaines, je vais m'amuser aussi à parler de ma vie entrepreneuriale, sur comment j'ai réussi à partir de 2 euros à créer une boîte qui fait 2 millions de chiffre d'affaires et à la revendre pour une somme à peu près égale à ça. Voilà, donc restez connectés. Mon but c'est de partager un maximum de valeur avec vous. Je vous dis à très bientôt. Et comme le dirait Guillaume Maubèche à la fin de ces vidéos, bisous.